Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. D'un côté, j'ai hâte d'être libérée. Puis de l'autre côté, je culpabilise de laisser les personnes que j'aime. Mais bon, après, c'est un choix de ma part. Mais bon, je sais, ils savent aussi que je veillerai toujours sur eux. Lydie Imhoff, hémiplégique dans l'impossibilité de marcher et malvoyante de 43 ans, a prononcé ces paroles il y a quelques semaines, juste avant de partir en Belgique pour mettre fin à sa vie, devenue trop douloureuse. Chaque année, des dizaines de Français font ce dernier voyage vers la Belgique, où l'euthanasie est légale depuis 20 ans, faute d'options satisfaisantes pour eux en France. Alors qu'un projet de loi visant à faire évoluer la prise en charge de la fin de vie est en préparation, je vous propose pour ce Sur le fil d'écouter Lydie Imhoff et deux de mes collègues de l'AFP à Bruxelles, Simon Wolfart et Dimitri Korzak, qui ont pu la suivre jusqu'à ces derniers instants. Sur le fil. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie dans un foyer, dans un fauteuil où je pourrais plus bouger, on va me donner à manger, où je pourrais même plus parler. J'aurais même plus le choix de faire quelque chose. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas ce que je veux. Ma tête fonctionne, mon corps, il part. Ben voilà. Ça me soulagerait de pouvoir avoir une sortie de secours, quoi. Ces paroles, Lydie Imhoff les a prononcées il y a presque un an, en mars 2023. C'était lors d'un rendez-vous avec un psychiatre belge, le docteur Marc Ressinger. Le photojournaliste de l'AFP Simon Wolfart a rencontré Lydie Imhoff à la même époque et lui a proposé de documenter ses démarches, ce qu'elle a accepté. J'ai vu qu'il y avait des dizaines de Français qui venaient chaque année en Belgique pour bénéficier d'une aide active à mourir. Et je me suis un peu demandé qui étaient ces personnes-là. Et du coup, j'ai rencontré le docteur Delocte, un docteur belge de 78 ans qui travaille et vit à Bruxelles et qui s'occupe principalement de patients français en fait, qui viennent justement en Belgique pour bénéficier d'une aide active à mourir. Et donc ce docteur m'a mis en lien avec des patients à lui qui voulaient témoigner. Pourquoi Lydie a accepté ce reportage ? Quel était son but en fait ? Je pense qu'elle a accepté ce reportage parce qu'il y avait... elle ne comprenait pas pourquoi elle devait partir à l'étranger pour faire cette procédure d'aide active à mourir. Je pense qu'il y avait vraiment une critique de cet aspect. En France, une telle démarche est impossible. Le patient peut uniquement demander l'arrêt des traitements en cas de maladie terminale et bénéficier alors d'une sédation profonde qui va l'amener jusqu'à la mort. Mais cette sédation n'est possible que si le décès est une question de jours ou d'heures, et à condition d'en avoir manifesté le souhait dans un document appelé les directives anticipées que très peu de Français connaissent. Ce jour-là, Lydie a reçu du médecin la réponse qu'elle espérait. Il a estimé qu'elle réunissait les conditions requises pour bénéficier d'une aide active à mourir en Belgique. Mais pour moi, c'est OK, donc je vais envoyer un rapport au docteur Delocte. Et à ce moment-là, votre dossier sera complet pour la Belgique. Mais là, du coup, c'est bon, alors. Oui. D'accord. Eh ben, je suis soulagée. Oui. La Belgique, c'est un des premiers pays du monde à avoir dépénalisé l'aide active à mourir. C'est une pratique qui est très encadrée, il faut répondre à plusieurs conditions. Il faut qu'il y ait une souffrance constante, insupportable et inapaisable chez le patient, résultant d'une affection grave et incurable. Et il faut que la demande soit faite de manière volontaire. Il faut quand même avoir un double avis médical, il faut rencontrer en personne un médecin généraliste et un psychiatre qui vont, eux, donner un avis positif ou négatif, ce qui va permettre à la personne de bénéficier ou non de cette procédure. Lydie ne pouvait vivre qu'avec le soutien de 9 soignants se relayant autour d'elle pour l'aider dans ses gestes quotidiens, y compris pour s'alimenter. Elle a finalement décidé de passer à l'acte cette année, la vie étant devenue trop dure pour elle. Lydie, c'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie. Elle est née hémiplégique, donc avec une paralysie de toute une partie du corps. Elle a vécu des violences, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté. Elle était passionnée de handi-cheval. Elle a pratiqué ce sport pendant plusieurs années, jusqu'à une chute tragique qui lui a valu 17 fractures et qui l'a laissée encore plus handicapée et privée de son sport, de sa passion. Ça a vraiment été un coup dur.
Petit à petit, sa maladie progressant, elle a perdu sa mobilité et l'usage de la main qui lui restait. Simon et le JRI Dimitri Korzak l'ont retrouvée à Besançon pour son dernier voyage. Dans un appartement presque vide, elle a fait ses adieux à son lapin Lucky avant de le remettre à sa famille d'accueil. Dimitri m'a raconté qu'elle n'a cessé de blaguer. C'est quelqu'un qui ne voulait pas faire de son handicap et de tous les problèmes qu'elle avait quelque chose qui la caractérisait. Au contraire, c'était des fulgurances d'humour comme ça, et parfois de l'humour assez noir sur sa propre situation, avec des... faudra pas que j'oublie de mettre les clés dans la boîte aux lettres, sinon je vais me faire tuer, ce genre de choses. Cette souffrance a été tellement à l'intérieur d'elle qu'elle ne voulait pas forcément la partager non plus avec nous, ce qui a rendu finalement tout le chemin qu'on a parcouru avec elle encore plus touchant, puisque elle nous a offert cette opportunité de l'accompagner sans nous donner le plus dur. Comme ça. Ce sera plus confortable surtout. Un couple d'amis, Denis et Marie-Josée Rousseau, respectivement anesthésistes et infirmières, ont décidé de la conduire jusqu'à Bruxelles. Sur la route, ils se sont arrêtés chez des amis à Longwy. Elle leur a parlé de sa décision. Comment ça t'a soulagé d'avoir eu ça? Tu l'as dit quand il t'a donné Oui. sa réponse. Bah mais... oui, j'étais soulagée. Voilà. Après, je savais que moi c'était une question de temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. J'espère que là-haut je serai tranquille et puis que je vais avoir un peu de repos. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre contre mon quotidien, contre la maladie, contre les handicaps, contre tout en fait. Il y a un trop-plein là, donc non, c'est plus possible. J'ai beau me marrer, j'ai beau déconner, faire des jeux de mots, dire des conneries à longueur de journée, et puis tout ça, mais voilà, ce qu'on voit là, c'est pas ce qu'il y a en dessous, en fait. Alors moi, ce que je peux me dire, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée, et puis qui ont été logiques, qui ont été... Bienveillante quand même, t'en as eu. ouais. Et puis le jour J est arrivé. Rendez-vous avait été pris avec le généraliste chargé de la procédure, le docteur Delocte. Oui, bonsoir. Entrez. C'est moi qui vais donc m'occuper de vous libérer, peut-être, si j'emploie ce mot. Vous êtes sûr que je me réveillerai pas, hein? Certain. Non, parce que avec tout ce que j'ai vécu, Certain. j'ai frôlé la mort plusieurs fois, je suis toujours revenue. Lydie Imhoff, qui a financé l'intervention et sa chambre d'hôpital, était vraiment déterminée. Elle en avait tellement besoin, même la veille, quand elle est arrivée dans sa chambre, elle dit on peut pas faire ça tout de suite. Et Denis lui dit tu sais très bien, c'est une procédure, on doit attendre demain. Elle avait besoin de ça. Je peux entrer? Oui. On est juste à l'heure. Parce que... Bonjour. Non, on va le faire, le professeur arrive. Veto. Oui. Et donc, on va venir à deux. Et je vous ai tout expliqué hier. On injecte un barbiturique. Et donc, en moins d'une minute, vous vous endormez sans souffrance. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, on va préparer les produits. On vous laisse un peu ensemble encore. Et dans quelques minutes, on arrive. Simon et Dimitri n'étaient pas loin dans le couloir. Vous dit au revoir. On te dit tous au revoir. On se retrouve là-haut, hein? On se retrouve là. On se retrouve là-haut. On se retrouve. Je suis en train de planer, c'est chaud. Voilà, c'était l'idée, c'est donc de s'endormir et de partir sans souffrance, sans douleur, sans se rendre compte, rien du tout. J'étais bouleversé pendant plusieurs jours. J'ai eu des moments d'émotions intenses. Et quand je suis rentré chez moi le soir même, j'ai vu des gens dans un bar, en fait, boire des bières entre eux, comme ça. Et je me suis dit que c'était quelque chose qu'elle a peut-être jamais expérimenté, et des choses comme ça qui me foutent encore les frissons là maintenant quand je le dis. Le médecin belge qui l'a aidé à mourir ne réalise pas plus d'une procédure par mois. Même si, d'après le médecin, c'est un geste médical qu'il fait, un acte médical, le dernier acte. Je pense qu'émotionnellement, les médecins
C'est pas toujours facile pour eux. Je sais que le docteur Delocte, par exemple, après Lydie, m'avait dit qu'il allait faire une balade en forêt le lendemain pour essayer de penser un petit peu à tout ce qui s'était passé. En France, la Convention citoyenne sur la fin de vie a appelé à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté sous conditions. Mais des débats demeurent. Les représentants des grandes religions monothéistes, par exemple, y sont opposés, estimant que cela reviendrait à franchir l'interdit « tu ne tueras point ». Le gouvernement semble s'orienter vers une loi ouvrant des possibilités très encadrées et limitées. La Convention a aussi pointé l'insuffisance des soins palliatifs. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, parlez-en autour de vous.